Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir Dominique Ribert, commissaire priseur chez Baron Ribert, mais aussi membre de la commission consultative des trésors nationaux. Ce sera notamment l'occasion de revenir sur une vente qui se déroulera à Drouot le 28 mars prochain, la vente d'un service à dessert d'une centaine de pièces réalisées par la manufacture de Sèvres, ce qui nous amènera d'ailleurs peut-être à se poser également la question de l'excellence de cette manufacture de Sèvres, cette représentation finalement de la manufacture de Sèvres. Et enfin, dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous nous poserons la question des bons réflexes à adopter lorsque l'on est épargnant et que l'on veut s'intéresser de près à la gestion de son patrimoine. Un échange que nous aurons avec Jean-Denis Erard, qui a été journaliste financier durant toute sa carrière et qui a également écrit l'anti-manuel de l'épargnant. Ce sera en troisième partie d'émission. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on a cette semaine la suite de l'histoire concernant une probable hausse de la TVA sur les œuvres d'art, Sybille. Exactement, le gouvernement a reçu plusieurs acteurs du marché de l'art vendredi 3 mars pour les rassurer sur le sujet. Alors pour rappel, une directive européenne souhaite uniformiser la TVA applicable dans différents cas d'achat d'œuvres d'art. En France, cela s'applique dans deux cas principalement. Cas numéro 1, c'est lors de l'importation d'une œuvre d'art venant d'un pays hors de l'Union européenne. Cas numéro 2, c'est l'achat d'œuvres d'art directement auprès d'un artiste vivant. Dans ces deux cas, les professionnels achètent l'œuvre d'art avec une TVA à 5,5% et lorsqu'ils revendent l'œuvre d'art, une TVA de 20% s'applique seulement sur la marge réalisée à la revente. Dans le cas où la directive européenne serait appliquée, le taux de TVA à 20% sera appliqué sur les deux fois, donc d'abord à l'achat, mais aussi sur la marge de la revente. Et donc les professionnels affirment que cela va mettre à mal la compétitivité du marché de l'art français. Que proposent donc les professionnels pour éviter l'entrée en vigueur de cette directive européenne ? Alors il y a une option possible qui a été écoutée par le gouvernement. Il suggère de délaisser le régime sur la marge pour pratiquer un taux réduit à 5,5% sur l'ensemble des opérations d'achat. Donc par exemple, je suis galeriste, j'applique un taux à 5,5% à l'achat de l'œuvre d'art. Puis lorsque je souhaite revendre l'œuvre d'art, j'applique à nouveau une TVA à 5,5% sur le prix d'ensemble de l'œuvre d'art et non pas sur la marge que je me suis faite. Cependant, cette option a un coût pour les finances publiques et cela fera l'objet d'évaluation. Le gouvernement s'est voulu plutôt rassurant. Il promet à la filière qu'il a pris la mesure du problème et un calendrier précis a été dévoilé pour des consultations afin de prendre une décision avant la fin de l'année 2023. Parce qu'effectivement, rester dans cette incertitude, ce serait assez néfaste pour les acheteurs. Cela s'applique d'ailleurs, ou cela pourrait s'appliquer, puisque ça n'est pas encore décidé, à un marché qui se porte particulièrement bien en France aujourd'hui, Sybille. Effectivement, le Conseil des maisons de vente, donc cette autorité de régulation des maisons de vente, publie chaque année son rapport sur les secteurs grâce à des déclarations de ces mêmes maisons de vente. Le Conseil fait part d'une consolidation du marché après le boom de l'année dernière. Le montant total adjugé en vente publique en 2022 atteint 4,3 milliards d'euros et cela s'applique à tous les secteurs confondus. Donc c'est les ventes aux enchères d'objets d'art, d'objets de collection, comme les véhicules par exemple. Donc une progression de 8,2% par rapport à l'année dernière. Alors seul le secteur des véhicules de collection affiche des chiffres en demi-teinte. Quant au paysage des maisons de vente, celui-ci reste très concentré avec la majeure partie des maisons de vente qui sont situées en Île-de-France et les 5 premières maisons de vente aux enchères concentrent près de la moitié du montant total qui a été adjugé.
Et on finit ces actualités donc hebdomadaires du monde de l'art avec un record atteint par une œuvre de Kandinsky, Sybille. Oui, c'est le tableau qui s'appelle Murnau mit Kirche 2. Donc en français, c'est Murnau, c'est un village avec église 2. Ce tableau a été vendu 42 millions d'euros aux enchères chez Sotheby's à Londres. C'est un record pour une œuvre de l'artiste Vassily Kandinsky, qui est un des pionniers de l'abstraction. Œuvre assez rare car la majorité des tableaux de Kandinsky appartiennent aujourd'hui à des collections publiques. Il y en a donc peu en vente, peu d'occasions pour acquérir de ces œuvres de l'artiste. L'œuvre est d'autant plus rare par son histoire. Elle a été peinte en 1910, puis vendue à un riche couple d'industriels allemands, Johanna Margarete et Siegbert Stern. Ils étaient de grands collectionneurs, se retrouvaient au cœur de la vie culturelle allemande, amis de Thomas Mann, de Franz Kafka ou encore d'Albert Einstein. Et alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, leurs biens sont saisis par les nazis. Et ce n'est que l'année dernière que l'œuvre a été revendue aux héritiers de la famille Stern. Que l'œuvre a été rendue aux héritiers de la famille Stern et donc qui ont voulu ensuite la revendre. Merci beaucoup Sybille pour ces actualités donc, du monde de l'art. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Dominique Ribert. Bonjour Dominique Ribert. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes commissaire-priseur chez Baron Ribert. Vous êtes également membre de la commission consultative des trésors nationaux. Nous en dirons un mot lors de cette interview. On va commencer tout de suite avec une vente qui aura lieu le 28 mars prochain, 28 mars 2023. Lors de cette vente, on va retrouver un service à dessert d'une centaine de pièces réalisées par la manufacture de Sèvres. On verra sur ce service effectivement qu'il représente un certain nombre d'animaux notamment. C'est une pièce qui est considérée comme unique, qui est estimée entre 300 000 et 500 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? Comment est-ce que vous avez trouvé ce service et d'où vient-il? Alors, ce service est un véritable bestiaire puisque c'est une pièce, c'est une collection unique. Ça s'est fait à l'époque en 1842, cadeau par Louis-Philippe au baron Pasquier, qui était chancelier Pasquier, pair de France. C'est un magnifique cadeau. Et quand on regarde ça en détail, sur les 75 assiettes, toutes les assiettes sont différentes. C'est étonnant parce qu'à chaque fois, ce sont des animaux en situation, en pleine forêt. On peut y passer des heures à le regarder parce que c'est étonnant de voir c'est un véritable documentaire animalier en fait. Et le fait que ce soit la manufacture de Sèvres qui reste la manufacture, je dirais, la plus prestigieuse au monde aujourd'hui, de par la qualité, de par le travail. Et c'est amusant parce que la famille qui l'a conservé jusqu'à maintenant, on a même retrouvé dans les archives la facture. Je crois que c'était 7 000 francs ou 7 900 francs. D'accord. C'était beaucoup d'argent quand même à l'époque. La famille qui est descendante de Pasquier alors, voilà, directement. Et cette famille a gardé dans un placard depuis 1843. Je ne sais pas s'ils s'en sont servis beaucoup. La dernière fois, c'était, je l'ai bien noté, en 1967. La reine d'Angleterre venait souvent en France pour voir ses haras et des chevaux, parce que c'est passionné par les chevaux. Et elle a dormi, je crois, 3 nuits dans ce château où était le service, château de Sucy. Et là, ils avaient sorti le service. D'accord. Pour la recevoir. Pour lui servir à la fois, parce que je crois qu'il s'en servait surtout pour les desserts. D'accord. Parce que comme c'est une porcelaine extrêmement fragile, on s'en servait pour servir le millefeuille, les petits gâteaux, enfin les choses comme ça. Mais donc la reine d'Angleterre a dîné avec ce service. Voilà, et j'ai même la date, puisque oui, 67, c'était en 1967, et j'ai même retrouvé les menus qui étaient archi classiques. Vraie cuisine française traditionnelle. Hein. Comment est-ce que ce service est arrivé entre vos mains? C'est vous qui connaissiez la famille? Vous avez fait vos recherches? Oui, c'est la famille, on la connaissait et ils sont nombreux. Et ils ont décidé, je crois, ensemble de mettre en vente parce que c'est vrai que ça représente une certaine somme et surtout ne s'en serviront. Plus personne, je crois, s'en sert. Ils se sont dit ça peut profiter soit une fondation, soit un musée, soit un grand collectionneur. Et je ne sais pas évidemment aujourd'hui qui sera l'heureux bénéficiaire. Hein. Et là, vous avez parlé de la manufacture de Sèvres. Qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui en France? Et est-ce que quand on vend quelque chose qui provient de cette manufacture, c'est forcément un gage de qualité? C'est vraiment c'est estampillé? Oui, et on le voit d'autant plus quand on va à l'étranger. Pendant très très longtemps, les grands collectionneurs de Sèvres étaient les Anglais.
la reine d'Angleterre, enfin la couronne britannique, a des services de Sèvres. Je dirais pas en pagaille, mais ils en ont un certain nombre, et très appréciés. Et il y a énormément aussi de collectionneurs américains. Et récemment, maintenant, il y a des Chinois qui regardent cette porcelaine, qui est une porcelaine dure et qui est extrêmement sophistiquée, mais d'une qualité rare, puisque dans les porcelaines, on parle de Sèvres, on parle de Saxe, mais le plus prestigieux, ça reste quand même Sèvres. Mais il faut souvent aller à l'extérieur, à l'étranger, pour se rendre compte que la manufacture de Sèvres un passé et surtout un prestige incroyable. Mais qu'est-ce qui explique cette spécificité, cette excellence de la manufacture de Sèvres? Est-ce qu'il y a un style de la manufacture de Sèvres? Oui, parce que la manufacture de Sèvres, elle a commencé par Vincennes, je crois, au début du XVIIIe siècle, et a été fournisseur, bien sûr, de Versailles et de tous les grands de ce monde, et a attiré énormément d'artistes, parce qu'il y a eu énormément de peintres au XVIIIe siècle qui ont collaboré avec Sèvres pour faire ces décors, pour faire ces personnages ou ces décors. Les assiettes, d'ailleurs, n'étaient pas signées, mais ils collaboraient avec beaucoup de peintres très connus. Et c'était considéré même à l'époque comme quelque chose de prestigieux, parce que c'était quand même très cher, même à l'époque. C'était pas la vaisselle de tous les jours. Hein. Et même les œuvres qui sont encore réalisées, parce qu'on voit des vases qui sont très très contemporains, tout ce qui est estampillé Sèvres est de qualité, et gage de qualité, ou alors il y a peut-être certains vases qui sont vraiment magnifiques, mais il y a aussi peut-être toute une collection de services plus... Je sais que Sèvres, qui continue à produit des œuvres avec des artistes contemporains et font des choses étonnantes. Je crois qu'il y a toujours des commandes d'État à la manufacture de Sèvres, aussi bien pour les palais nationaux que pour les ambassades. Je crois savoir, quand il y a des chefs d'État qui viennent, ils peuvent avoir des cadeaux, alors peut-être pas aussi beaux que ça, mais des cadeaux. Non, ils mangent dedans, mais on leur offre pas, après, c'est ça. Mais je sais pas, mais je pense que ça m'est jamais arrivé. Je pense qu'à l'Élysée, je pense qu'ils doivent servir dans de la porcelaine de Sèvres, parce que c'est un peu le prestige et l'image de la France, quoi. Vous avez les verres en cristal de baccarat, porcelaine de Sèvres, ça fait partie des grands noms, quoi, qui restent accrochés au prestige et au luxe, quand même. Oui. Et du coup, vous êtes membre aussi de la commission consultative des trésors nationaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cette commission, comment elle fonctionne et comment vous faites pour décréter qu'un... C'est une commission passionnante, parce que nous avons le privilège de voir tous les mois devant nous des objets exceptionnels qui doivent être ou classés trésors nationaux, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans le patrimoine français, ou bien libres de circulation. C'est tous les mois que vous vous réunissez? On se réunit tous les mois, il y a 11 membres. D'accord. Il y a aussi bien des gens qui proviennent des musées que des, des privés, enfin des gens extérieurs, comme moi, venant du marché. Et on discute avec les conservateurs sur la qualité de l'objet, sur l'origine, et ensuite on décide si oui ou non l'objet sera classé. Mais notre commission est consultative, c'est-à-dire que l'avis qu'on va donner doit être approuvé, officialisé par le décret du ministre de la Culture. Mais comment ça se passe? Ce sont des œuvres, toutes les œuvres qui passent par les ventes aux enchères que vous... Non, parce qu'on ne traite pas des milliers d'objets, on traite que les objets, je dirais... exceptionnels. Mais donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a sollicité quand même? C'est-à-dire, non, quand vous avez un objet important, c'est le cas par exemple d'un service, vous demandez à l'administration des musées de France l'autorisation de sortie du territoire. Et si l'administration vous répond au bout d'un mois, 2 mois, l'objet, nous voulons le voir, ça veut dire qu'ils veulent le voir d'un peu plus près, ça veut dire que vous avez un risque que l'objet puisse être classé. S'il est classé, vous n'aurez pas l'autorisation de sortie. D'accord, donc ça ne veut pas dire que c'est le ministère de la Culture ou le gouvernement ou l'État français qui achète l'objet, simplement il ne peut pas sortir du territoire. Il peut être détenu par quelqu'un de privé, mais il ne peut pas sortir du territoire. Vous pouvez avoir un objet, mais en général, ce genre de choses arrive au moment d'une vente. C'est-à-dire quand les gens décident de vendre un tableau important, un objet important, la démarche que nous faisons, on demande l'autorisation de sortie. Dans beaucoup de cas, elle est donnée, bien sûr, mais quand il y a des choses un peu exceptionnelles, la commission se réunit et peut décider soit de le laisser sortir, soit de le retenir. Et dans ces cas-là, et c'est toujours pour des objets à la fois exceptionnels, qui touchent au patrimoine ou à l'histoire de France. C'est ça, quels sont exactement les critères sur lesquels vous vous les basez? critères, il faut que ça touche le patrimoine français, à l'histoire de France. Il faut quand même qu'il y ait une vraie histoire. Pour vous donner un exemple, sur les milliers d'objets qui sont présentés en vente aux enchères en France chaque année, la commission traite, je dirais une quinzaine de dossiers.
15-20 dossiers, vous avez une dizaine d'objets retenus, c'est très peu. D'accord. Mais des chefs-d'œuvre. Ça peut être aussi bien un instrument de musique, une peinture, un livre d'heures du XIIIe siècle, des choses comme ça. Et donc, il faut que cet objet soit exposé en France. Il peut être prêté à d'autres musées pour des expositions, mais il faut qu'il soit mais détenu quand l'objet est classé, l'État, enfin les grands musées s'obligent, ou plutôt s'engagent à l'acheter dans les 30 mois. D'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une préemption, par exemple, quand il y a une vente, mais en revanche, l'État doit acquérir l'œuvre. Parce que vous avez deux choses. Vous avez la préemption qui existe au moment des ventes aux enchères publiques. Vous êtes là avec votre marteau, le marteau tombe adjugé à tel prix. À ce moment-là, vous avez un représentant des musées de France qui se lève et qui dit préemption des musées nationaux. Ça, c'est la préemption, c'est la loi française qui s'applique. La préemption est confirmée dans les 15 jours normalement. Là, c'est autre chose. C'est quand l'État classe un objet, c'est qu'elle considère que c'est vraiment le patrimoine national. Mais dans les 30 mois, le propriétaire, l'État doit lui faire une proposition d'achat qui correspond au prix du marché international. Si au bout des 30 mois, parce que ça arrive, l'État n'a pas bougé, l'objet peut sortir officiellement de France. Pour se substituer à un éventuel acquéreur international. Exactement. D'accord. Dernière question, Dominique Ribert. Est-ce qu'un service comme celui dont on vient de parler peut devenir trésor national? Il est passé en commission ou pas? Aujourd'hui, je ne sais pas encore si nous aurons, je l'espère, mais je ne sais pas si nous aurons l'autorisation de sortie, puisqu'elle a été demandée il y a environ 1 mois et demi. On devrait l'avoir, la réponse, c'est-à-dire oui ou non, avant la vente. D'accord. Merci beaucoup Dominique Ribert d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur chez Baron Ribert, mais aussi membre de la commission consultative des trésors nationaux. Merci beaucoup. Merci également Sybilla Hodjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les bons réflexes à avoir lorsque l'on est un épargnant averti sur la gestion de son patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Denis Erard. Bonjour Jean-Denis Erard. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste financier, mais aussi auteur d'un livre, L'Anti-Manuel de l'épargnant, qui va apparaître à l'écran dans un instant. Un livre qui revient sur votre expérience en matière de journalisme financier, sur justement la manière d'apprécier des placements ou des investissements, mais un livre qui est construit autour de fables de Jean de La Fontaine. Pourquoi avoir choisi d'illustrer finalement des sujets financiers avec des fables de Jean de La Fontaine, ou plutôt des citations de fables provenant de fables de Jean de La Fontaine? C'est plus que les citations, hein. Je présente 40 fables pour 40 conseils. D'accord. Et si j'osais dire, 40 ans de journalisme financier. Il y a une fable par année d'expérience ou Non, c'est une fable par conseil. D'accord. Ouais. Et pourquoi La Fontaine? Parce que je m'étais plongé dans les fables de La Fontaine l'été dernier. Et en les lisant, il y en a 243 de mémoire. Et en les lisant, je me suis aperçu que La Fontaine était à sa manière un formidable conseiller financier. D'accord. Ouais. Et ça me plaisait bien parce que le thème, par exemple, du truand revient assez souvent dans ces fables. Alors, il y a celle qu'on connaît tous, bien sûr, le corbeau et le renard, hein. Mais il y en a bien d'autres. La tortue et les deux canards, je ne sais pas si vous connaissez, elle est savoureuse, celle-là, c'est extraordinaire. Mais... En matière d'investissement, c'est vrai qu'on connaît tous la cigale et la fourmi. Alors l'idée, enfin là le thème de la prévoyance. Et là, le lien est assez évident. Dans d'autres fables de La Fontaine, vous y trouvez quand même, j'ai envie de dire, une morale sur la gestion de ses finances, sur la gestion de son épargne? Absolument, absolument. Même dans des domaines un peu inattendus comme le chêne et le roseau. D'accord. Ouais. Le roseau, c'est la souplesse. Le chêne, comment je le comprends, c'est quand vous avez un patrimoine avec trop d'immobilier, et quand la bise fut venue, c'est-à-dire quand les temps deviennent difficiles, un patrimoine où il y a trop d'immobilier, ça peut mettre en difficulté le foyer, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à de plus en plus de précarité, d'insécurité familiale ou professionnelle. Et voilà, il faut garder un minimum de souplesse. Donc oui, ça m'a permis de développer ce thème-là, absolument. Vous avez mentionné le terme de truand dans les fables de La Fontaine, précisons. Effectivement, il y a plusieurs chapitres qui reviennent, sur lesquels vous revenez notamment sur le fait de faire attention aux arnaques ou alors
on peut parler d'arnaque pure et dure, mais on peut aussi parler de propositions d'investissement pas suffisamment sérieuses pour être sûr de retrouver également totalement les billes qu'on a pu y mettre. Oui, La Fontaine parle de charlatan. Il y a d'ailleurs une de ses fables qui s'appelle Le Charlatan, où il dit nos temps n'ont jamais manqué autant de charlatans. Bon, c'est ok, oui, il revient très. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la truanderie? Il y a la petite truanderie, c'est-à-dire la banque ou la compagnie d'assurance qui vous prélève trop de frais. Et au final, d'ailleurs, l'AMF l'a dit récemment, les frais sont tellement lourds que finalement le placement rapporte plus à l'établissement financier qu'à vous. Bon, et puis il y a carrément la truanderie, l'imposture. Tiens, d'ailleurs, il y a une femme formidable de La Fontaine sur les imposteurs, en l'occurrence, ça m'échappe. C'est le dauphin et le singe. Ah bah voilà, celle-là je la connaissais pas pour être honnête. Ah, elle est formidable. Si on avait le temps, je pourrais la raconter parce qu'elle est absolument géniale. En l'occurrence, c'est un navire qui va sombrer. Les dauphins adorent sauver les hommes, se précipitent, porte sur son dos ce qu'il croit être un humain, manque de peau, c'est un singe. Mais il ne le sait pas. Alors s'engage la conversation, et puis à un moment, le dauphin lui dit « Mais est-ce que vous connaissez le Pirée ?» Et l'autre lui répond « Bien sûr, je connais, c'est un ami, on dîne ensemble très souvent. » Donc là, il s'aperçoit que c'est un imposteur, il le fout à l'eau. Voilà, mais c'est ça, mais... Aujourd'hui. Et alors le lien avec l'épargne, oui, c'est ça. Ben oui, c'est que les arnaques sont de plus en plus fréquentes. Pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes? Parce que les gens lisent de moins en moins les journaux, ils vont de moins en moins solliciter leur banque, ils vont sur Internet rechercher des conseils. C'est l'ère du do it yourself, on le fait soi-même, c'est l'IKEA financier. Chacun se débrouille comme il peut sur Internet pour trouver des combines. Les gens croient que les banques n'ont pas des bonnes astuces, alors ils vont chercher ailleurs. Et puis là, ils sont pigeonnés parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont en face d'eux des professionnels du charlatanisme qui racontent n'importe quoi. Donc là, le risque, c'est pas de placer son argent vis-à-vis de professionnels finalement pas suffisamment sérieux, c'est carrément d'aller placer son argent vis-à-vis d'arnaqueurs, d'escrocs. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais c'est ce que j'appelle, bon, il y a la petite... on ne va pas placer la truanderie, mais encore... Non, ça c'est le vocabulaire de La Fontaine, effectivement. Mais Oui, non, mais je veux dire, quand les banques ou les assureurs vous prennent trop de frais, moi j'en parle évidemment dans mon bouquin, c'est trop... Oui, aujourd'hui l'assurance vie, c'est devenu... il y a une avalanche de frais là-dedans qui fait qu'au final, l'assureur et les gestionnaires financiers gagnent plus que vous. Bon, moi, ça me choque. Mais là, on est dans le domaine de la truanderie, carrément. C'est-à-dire des gens on qui est dans le domaine de la truanderie quand on sort de ce que vous venez de dire, effectivement, des frais trop élevés, quand on va vraiment vis-à-vis d'escrocs professionnels. Qui croient confier leur argent à des établissements qui n'existent pas. D'accord, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Qui n'existent pas. C'est-à-dire, et même les imposteurs, quoi. J'ai vu des offres absolument incroyables où on vous dit, tiens, la société X, je ne vais pas la citer parce que j'ai vu le document tout à l'heure, mais banque très réputée propose un placement formidable à 9% l'an. Sauf que tous les documents sont faux, les relevés sont faux, tout est faux, tout est faux. Donc ce que vous nous dites, si je tourne ça en conseil, en bon réflexe à avoir, d'un côté, il faut déjà choisir des interlocuteurs professionnels. Donc vous dites par exemple aller voir son banquier, ça peut commencer par là. Mais oui, les gens ont tort. Dans sa banque, on peut trouver des choses très bien. Alors bon, c'est peut-être pas extraordinaire, mais de là à aller chercher sur Internet des offres auprès de sociétés espagnoles, allemandes ou autres, je vais pas. Mais Chypre, par exemple, est une porte d'entrée incroyable pour les arnaques aujourd'hui. Ben non, parce que ils récupéreront jamais leur argent. Si c'est en France, oui, ils ont peut-être des chances de récupérer, mais si c'est à l'étranger, ils ne récupéreront rien du tout. Il y a également un autre, si on reste sur ce sujet, alors arnaque ou en tout cas peut-être publicité mensongère ou autre, un chapitre qui s'intitule, alors effectivement vous citez une fable de La Fontaine, « Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ». Là, on parle de quoi? De ce qu'on a pu trouver sur Internet ou Exactement. Oui. Exactement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le jardinier devient ami d'un ours. Et l'ours, voyant une méchante mouche se poser sur le front de son ami pendant qu'il dort, veut lui épargner cette gêne, prend une énorme pierre, va tuer la mouche, sauf qu'il éclate le crâne du pauvre jardinier aussi. C'est exactement ce qui se passe sur Internet avec tous ces influenceurs
On croit que ce sont des amis qui vont vous donner des bons conseils malins, etc. Et en fait, vous allez dans le mur avec ça. Voilà, c'est exactement... Oui, à chaque femme, j'ai trouvé une... Bien sûr. Parce que quoi, ça correspond au placement de produits qu'on pourrait faire sans réellement savoir ce qu'on propose finalement aux épargnants qui nous écoutent de l'autre côté. Oui, c'est ça. Mais quand je vois tous ces jeunes qui ont, par exemple, mis de l'argent aux États-Unis auprès d'une société qui proposait de spéculer sur les baskets, je ne vais pas citer les marques, mais... Bien sûr, oui. Mais bon, évidemment, ils ont perdu tout leur argent. Hein, mais tous les jours, vous voyez, hier dans un quotidien du soir, on vous raconte qu'un type qu'on appelle le Madoff du Maine-et-Loire a détourné des millions d'euros auprès de gens qui ont cru à cette promesse de rendement. Et alors, je vous pose la question, Jean-Denis Hérard, comment fait-on? Quels sont les réflexes, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour réduire au maximum le risque, justement, d'aller vers une arnaque ou une escroquerie? D'abord, je pense que la première règle, c'est de se dire, j'en parle dans mon bouquin, tout ce qui est... Chaque fois qu'on vous garantit quelque chose qui rapporte plus que le rendement du livret A, faut faire gaffe. Il n'y a pas de rendement garanti possible au-delà du livret A. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il y a forcément un loup quelque part. Il y a un risque qui est dissimulé. Oui, mais... Donc si on veut un rendement supérieur au livret A, il faut avoir conscience qu'il y a un risque forcément sur ce placement. Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est qui est derrière. Alors il faut vérifier. Si vous êtes sur Internet, vous regardez qui c'est, parce que, encore une fois, les imposteurs sont de plus en plus nombreux. Imposteurs, ça veut dire des gens qui vous disent je travaille pour telle banque ou tel conseiller financier. Et en fait, c'est faux. C'est complètement faux. C'est tout. Et ça arrive, ça on le voit souvent. Mais sans arrêt. Si vous en parlez, je pense qu'ici, vous devez recevoir probablement des gros cabinets de gestion de fortune. Ils ont affaire très souvent à ce genre la de CPR problème. également qui communique souvent sur le sujet. Oui, complètement. Voilà, c'est ça. C'est devenu très fréquent. Voilà, donc ça, à minima, il faut le vérifier. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir son conseil vérifié, celui en quel on a confiance, son banquier ou son conseil. Il faut passer des coups de fil, il faut vérifier. Sinon, son argent, je le répète, on ne le récupère jamais. Jamais. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Denis Hérard. Donc, vous êtes auteur de l'anti-manuel de l'épargnant. Peut-être un petit mot, pourquoi anti-manuel? Anti-manuel, peut-être parce que j'ai pas tellement voulu faire un manuel. J'ai voulu surtout aller beaucoup plus loin. D'accord. Et parler de... Alors, comme dirait l'ami de La Fontaine, qui était Molière, des tartufferies. En l'occurrence, les dessous des cartes, j'ai voulu aller un peu plus loin. Donc, c'est pas juste une boîte à outils, c'est plutôt, c'est pas comment faire, c'est plutôt comment ne pas se faire avoir. C'est plutôt ça l'esprit de mon livre. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Denis Hérard. Je rappelle que vous êtes auteur donc de l'anti-manuel de l'épargnant. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu Sur Smart Patrimoine. Et on se retrouve très vite sur Bismart.